Cette semaine, dans l'émission Bien branchée de l'édition du 6 octobre 2016, Rémi Massé dépose une pétition signée par plus de 4000 personnes de la Matapédia et des environs à Ottawa pour obtenir un meilleur accès à la téléphonie cellulaire et sur Internet. Pascal Bérubé fait le point sur les sujets qui nous touchent. Nous recevons Yves Dubé pour mieux comprendre sa marche pour la vie à travers le Québec. D'autres marcheurs se sont arrêtés chez nous cet été grâce au chemin Saint-Rémy. La très attendue fête des moissons aura lieu ce soir à Cozapscal. Vincent Dufour vous invite à réduire vos déchets. Les parents d'enfants âgés entre 6 et 12 ans ayant reçu un diagnostic de TDAH sont invités à 2 rencontres de formation et d'information à Amqui. Finalement, la MRC de la Matapédia tiendra une rencontre publique d'information portant sur son projet de nouveau centre administratif. Bonjour et bienvenue à cette émission d'actualité matapédienne bien branchée. Nous commençons l'émission avec une entrevue que nous avons réalisée avec Madeleine Plante, présidente d'un comité pour développer la téléphonie cellulaire et la couverture Internet également sur notre territoire. Le député d'Avignon-la-Métisse Matane-Matapédia, Rémi Massé, a déposé le 20 septembre dernier à la Chambre des communes une pétition de plus de 4000 noms demandant au gouvernement du Canada de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité à Internet et à la téléphonie cellulaire dans sa circonscription. On appelle peut-être Avignon, la Métisse, Matapédia. Monsieur le Président, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour présenter au nom de plus de 4000 de nos citoyens de ma circonscription une pétition demandant un meilleur accès à Internet et à la téléphonie cellulaire. J'aurais aimé pouvoir vous transmettre le document de façon électronique, mais évidemment, les limites de notre capacité du réseau Internet nous limitaient ou nous empêchaient de le faire. L'accès à ces services est trop souvent déficient et même carrément indisponible dans plusieurs secteurs de ma circonscription, notamment dans les MRC d'Avignon, la Métisse, Matane et Matapédia. De nombreuses communautés sont ainsi privées d'outils indispensables pour assurer leur développement économique et social et aussi leur sécurité. Tout le monde sait que de nos jours, l'accès à Internet et à la téléphonie cellulaire est essentiel pour permettre à nos collectivités et à nos entreprises de se développer, croître et prospérer. Nos villes et villages et nos résidents ont besoin de ces infrastructures. C'est pour cette raison que les signataires de la pétition font appel à notre gouvernement. J'appuie et je continuerai d'appuyer nos citoyens pour tenter de résoudre ce problème d'accessibilité. Merci, M. le Président. La pétition a été initiée par un comité de citoyens convaincus qu'il est possible d'accéder à un meilleur service de téléphonie cellulaire. Les signataires proviennent des MRC de la Matapédia, la Métisse et la Matanie. Ils veulent que le gouvernement soit au courant de cette problématique et qu'il intervienne dans ce dossier. Nous rencontrons à ce sujet la porte-parole du regroupement Madeleine Plante de Saint-Moïse. Madame Plante, quelles sont les problématiques avec la téléphonie cellulaire qui vous ont amené à former un comité? Il y a un problème majeur en région dont il est question, celui de la mauvaise qualité du service Internet et à la téléphonie cellulaire. Ce qui occasionne beaucoup d'inconvénients au niveau du développement régional, social et même à la sécurité des citoyens. Mm-hmm. Les coûts du service sont élevés, le service est mauvais et même non garanti. Hein? Okay. Donc, il est souvent impossible d'avoir accès à ces services. Nous avons beaucoup de témoignages à ce sujet de la population, des administrateurs, agriculteurs, travailleurs forestiers, les industriels, les services d'urgence, les touristes, les étudiants. C'est pourquoi, depuis 2 ans, un comité a été formé afin de promouvoir la nécessité de l'accès à Internet et à la téléphonie cellulaire en région. Et quelles sont vos actions jusqu'à maintenant? Tout d'abord, nous avons fait les démarches auprès de nos fournisseurs. Ensuite,
auprès de différents paliers gouvernementaux, municipaux et provinciaux. Finalement, nous sommes rendus avec le fédéral. Nous avons fait circuler une pétition dans les 3 MRC, la Métis, la Matanie et la Matapédia. Nous avons aussi reçu l'appui de toutes les municipalités et des préfets des 3 MRC. Nous avons recueilli plus de 4000 signatures de la population. Ça a très, très bien été. Les gens étaient très heureux de s'impliquer. Les commerçants étaient très heureux. Les gens étaient très heureux d'embarquer dans cette demande très grande. Et quelle a été la réaction de M. Rémy Massé quand il a vu autant de noms sur la pétition? M. Massé était très heureux de voir la population se mobiliser dans ce dossier parce qu'il a dit d'une extrême importance pour sa circonscription. M. Massé, le 27 septembre dernier, a déposé la pétition à la Chambre des communes à Ottawa et puis il a bien dit, je le cite, si vous permettez, je le cite, M. Massé, avec plus de 4000 signatures, la pétition démontre clairement que des investissements sont nécessaires dans notre circonscription. Je continue de travailler en ce sens et cette mobilisation citoyenne m'aide assurément dans mes démarches. Jusqu'à maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons l'appui de l'équipe de M. Massé. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement peut faire pour vous aider? Oui, très bonne question. Oui, nous demandons d'entreprendre des mesures nécessaires pour rendre accessibles les services Internet et la téléphonie cellulaire. Un service adapté pour notre région, un prix compétitif et garanti, un prix garanti, un service garanti pour la population. Ceci est indispensable pour le développement économique. Nous demandons au gouvernement du Canada des actions concrètes et des actions fermes. De plus, il y a vraiment un budget qui a été alloué pour ça. En effet, une très bonne question. Notre gouvernement du Canada a annoncé un budget de 500 millions de dollars pour améliorer le service Internet et la téléphonie cellulaire en région. Mais comme vous le savez, le Canada, c'est un très vaste territoire. Nous espérons avoir suffisamment de budget pour nous en région. C'est donc pour ça que la population s'est mobilisée. On doit se tenir debout, démontrer que nous sommes là, qu'on veut développer notre belle région. Mais c'est ensemble qu'on va réussir. Et puis les gens sont très contents de voir, de faire bouger le dossier. Et s'il y a des personnes qui aimeraient ça se joindre à vous ou encore avoir plus d'informations sur le comité, est-ce qu'ils peuvent vous contacter soit par Facebook ou... Absolument. Par contre, pour débuter, c'est préférable de suivre l'évolution du dossier à partir des journaux locaux, à partir des médias. Ensuite, pour ceux qui ont accès à Internet. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Monsieur Serge Côté, un membre du comité, a créé une page Facebook et ça s'appelle « Pour que TELUS offre enfin une couverture complète à ses abonnés ». Nous serions très heureux de recevoir vos commentaires. Alors, merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur pour avoir un bon réseau enfin dans vos secteurs. Merci beaucoup et c'est ensemble qu'on va réussir. Merci, à bientôt. Au niveau provincial, maintenant, les dossiers se bousculent et Francis Pelletier a rencontré Pascal Bérubé pour faire le point sur chacun d'eux.
Alors, on est déjà rendu à la 3e semaine à l'Assemblée nationale qui a repris les activités il y a à peu près 2 semaines de cela. Et puis, vous y êtes déjà. Puis, il y a des sujets qui vous préoccupent peut-être plus que d'autres, sur lesquels vous avez travaillé un peu plus à l'Assemblée cette année. C'est le cas du projet de loi 106, la loi sur les hydrocarbures, qui touche certains droits, certains privilèges, qui donne des privilèges aux municipalités, aux compagnies même. Qu'est-ce qu'on doit surveiller de ce côté-là? Donc, le projet de loi 106, c'est la réponse du gouvernement du Québec aux inquiétudes de la population face aux hydrocarbures. On a des inquiétudes sur notre territoire aussi. Quand j'ai été élu la première fois en 2012 à la Matapédia, il y avait Saint-Léon-le-Grand, il y avait un enjeu important. La population était inquiète des forages des hydrocarbures qu'on y retrouve. On a déposé une pétition. Il y a présentement une autre pétition que j'ai présentée, qui va être déposée à l'Assemblée nationale, qui s'oppose à l'exploitation des hydrocarbures sur la ZEC Bas-Saint-Laurent. Et de façon générale, je dirais que notre population dans la Matapédia, mais aussi dans la Métis et dans la Matanie, s'oppose à ce qu'on exploite des hydrocarbures sur notre territoire. Ça, c'est le message que j'amène à l'Assemblée nationale. Mais le projet de loi, qu'est-ce qu'il dit essentiellement? Il vient un peu baliser la relation entre les entreprises, les municipalités et la population, mais il n'atteint pas un équilibre. C'est-à-dire que les entreprises pourraient exproprier des gens s'ils ont des claims, s'ils trouvent du pétrole. Alors, c'est inacceptable. On veut que le projet de loi soit scindé en deux et puis qu'on puisse, je dirais, prioritairement écouter la population et s'assurer qu'on a des recours pour empêcher ce type d'exploitation. On sait que pas tellement loin de chez nous, à Restigouche, secteur sud-ouest, est. Alors, le maire essaie de créer un rapport de force pour s'opposer à ce qui se fait sur son territoire. Donc, on est dépossédé de notre territoire. Et ce que le Parti québécois va faire comme intervention, c'est de s'assurer qu'on soit maître chez nous, pleinement, et qu'on décide ou non d'exploiter les hydrocarbures si on le souhaite. Mais pour l'instant, et je pense pour un bon bout de temps, ça va être non. Ce sera donc à suivre au cours de la prochaine rentrée. Vous me parlez du territoire. Le territoire forestier de la Matapédia est aussi, on connaît ses défis. La tordeuse du bourgeon d'épinette qui continue de faire des ravages. Où est-ce que ça en est, le dossier? L'épidémie se poursuit. J'ai eu l'occasion de visiter, entre autres, la forêt à Saint-Alexandre-des-Lacs avec le maire Nelson Pilote l'an dernier. Ça se poursuit, donc ça arrive du nord du Québec et ça s'en va vers l'ouest. Donc la Matanie, la Matapédia, la Métis sont touchés et ça se poursuit. Moi, j'ai demandé depuis le début avec les propriétaires de l'eau forestier qu'on puisse faire de l'arrosage pour s'assurer de préserver nos forêts, que le gouvernement du Québec investisse, pas seulement sur les terres publiques, mais sur les terres privées, parce que des lots boisés, c'est précieux pour la population de la Matapédia. Soit qu'on l'a obtenu en héritage, soit que c'est un investissement, mais c'est aussi un loisir et une source de revenus. Donc, j'ai eu un contact avec le ministre régional Jean Damour la semaine dernière. On a convenu, là, en fait, à ma suggestion, qu'elle allait réunir les acteurs pour voir comment on s'enligne pour 2017. Mais au même titre que les pomiculteurs en Montérégie demandent au gouvernement du Québec d'intervenir, nous, on était là bien avant, puis on demande des interventions pour faire en sorte de protéger une richesse du territoire que sont les lots forestiers. Et en parlant de l'eau forestier, ça amène aussi des préoccupations dans certaines municipalités d'usage de certaines routes, vocation municipale, mais également vocation forestière. Là, la question a été soulevée l'année dernière, à savoir qui doit payer pour ça. C'est un autre enjeu dans la Matapédia, entre autres, là, mais en région, qui est soulevé. Albertville. Alors, la municipalité a décidé de réglementer l'usage d'une route forestière qui est empruntée par différentes compagnies parce que insatisfait des redevances ou des travaux qui sont faits et des coûts qui sont assumés par la population d'Albertville. Alors, ce qui se passe là pourrait arriver ailleurs aussi. Et les municipalités se retrouvent à négocier seules avec 1, 2, 3, 4, 5 entreprises parfois. Je comprends le maire d'Albertville, Martin Landry, de faire cette bataille. Je lui ai encore parlé la semaine dernière. Je le comprends, mais je comprends les entreprises aussi. Et c'est au gouvernement du Québec à baliser cette relation-là, à faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre qui établit quel argent doit être versé aux municipalités, de quelle façon, tant du kilomètre, dépendamment de l'usage, puis qu'il y ait un arbitrage qui soit fait par une autre instance que la municipalité qui négocie avec des entreprises. Alors, ce qui se passe à Albertville, je suis sensible à ça. La capacité de payer des citoyens et la marge de manœuvre que la municipalité a pour faire ses travaux. Mais aussi, je suis sensible aux arguments des compagnies forestières, dont Cédrico, qui est tellement importante dans Matapédia,
Donc, au gouvernement du Québec, arriver avec un cadre pour qu'on puisse baliser cette relation. J'en ai parlé également jeudi dernier avec le ministre responsable de la région, en donnant spécifiquement l'exemple d'Albertville et en indiquant au maire, la même journée, que ce dossier avait été amené dans ma rencontre avec le ministre. Je pense qu'il voit bien que la réponse doit venir de Québec. OK. Donc, un autre dossier qu'on va devoir suivre. Oui. On change complètement de domaine. On va vers celui de la santé. Depuis les regroupements des 6 à la dernière année, il y a plusieurs comités de citoyens qui se sont formés pour exercer une forme de veille pour s'assurer que les services restent en région. Vous êtes à l'écoute de ça également. Il y a des choses qui se passent, puis on garde l'œil ouvert de ce côté-là aussi. La santé est une grande priorité des Matapédiens, avec raison. Puis qu'est-ce qui a changé depuis 2014? Projet de loi 10, projet de loi 20. Concrètement, là, il n'y a plus de direction générale à l'hôpital d'Amqui. Il n'y a plus de conseil d'administration local, avec des gens de chez nous qui représentaient la population. Donc ça n'existe plus. Donc on est laissé à nous-mêmes, avec une centralisation des pouvoirs à Québec avec le ministre de la Santé et une instance régionale, le C3S, qui répond pour le ministre de ces mauvais coups bien souvent. Donc, les compressions budgétaires. La seule bonne nouvelle, c'est la mobilisation de la Matapédia. Donc, des citoyens qui ont décidé de s'engager, de poser des questions, avec raison, mais pas seulement des citoyens, des professionnels de la santé, médecins, infirmières, autres postes également, qui décident de s'en mêler avec raison, et c'est mon cas aussi. Ce qu'on va faire, cet automne, c'est un forum sur la santé dans la Matapédia. Je veux rencontrer le comité de citoyens, je veux rencontrer différentes instances municipales pour que ce forum-là nous permette de faire, je dirais, un survol de l'offre qui existe présentement, des attentes de la population, de bien également faire l'inventaire des compressions et de leurs impacts dans notre milieu. Alors, comme on n'a plus d'instances proprement dites pour faire ça, il n'y a plus de conseil d'administration, nous, on va le faire, le travail. On va livrer ça au ministre de la Santé et aussi à notre population. On sait que les coupures ont un impact sur les quarts de travail dans le domaine de la santé. Le projet Optilab va faire en sorte que des gens qui sont techniciens en laboratoire, leur emploi va être aboli, transféré à Rimouski dans bien des cas. Et bien d'autres coupures qui ont un impact sur les patients, sur la population. Donc, le dossier de la santé, dossier qui est sensible. Les gens sont très mobilisés pour ça et on va faire un exercice très concret cet automne là-dessus. OK. Présentement, on est dans vos bureaux ici à Amqui, là, sur la rue, sur le boulevard Saint-Benoît. Et puis, depuis presque 2 semaines, il n'y a malheureusement plus d'attachés politiques qui travaillent ici. Il y a eu des changements dernièrement. Où est-ce que ça en est? C'est quoi les impacts sur les Matapédiens? Puis, c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient pour le bureau de comté? Alors, en politique, il est de tradition qu'il y ait un roulement dans le personnel. Ça fait partie de la vie politique. À Amqui, depuis 2012, il y a toujours eu quelqu'un à temps plein avec un bureau. Alors, ça fait maintenant 4 ans que les gens peuvent se rendre à mon bureau puis rencontrer une personne qui habite la Matapédia et qui travaille ici. Donc, ça ne changera pas. Gino Boucher, qui travaillait avec moi depuis un peu moins de 2 ans, notre relation professionnelle s'est terminée il y a 2 semaines. Je le remercie pour son travail. Je lui souhaite bonne chance dans ses prochains défis. On est en recherche d'une autre personne qui va faire ce travail-là. Donc, le bureau Amqui, il va rester ouvert. Il y a des gens qui viennent à chaque semaine du bureau de Matane et de Montjoly. Moi, je viens souvent également. Les gens qui appellent, là, il y a quelqu'un rapidement qui répond, qui vient. Ça ne change rien pour la relation. Donc, bureau Amqui, ça demeure. Même service, ça demeure. Bureau de comté mobile, on va dans les villages, ça demeure aussi. Et pour les gens qui s'inquiètent, on notera également que depuis 2012, je suis le seul député qui a un bureau dans la Matapédia. Parce que le député fédéral précédent, pas de bureau, puis le député fédéral actuel, non plus. Alors, peut-être qu'ils décideront un jour d'avoir un bureau dans la Matapédia. Je pense que les gens méritent ça ici. Mais moi, j'ai pris un engagement en 2012 que j'ai tenu. Il y aura tout le temps quelqu'un dans la Matapédia et un bureau aussi. Et là, il faut trouver le bon profil pour la suite. Donc, je pense qu'en décembre, on va pouvoir faire une annonce. Pour l'instant, on n'a pas trouvé cette personne-là. Et peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui a envie de relever ce défi et de se joindre à notre équipe. OK.
En terminant, pour conclure l'entrevue, on ne peut pas passer sous silence la course à la chefferie au Parti québécois. C'est cette semaine que ça se décide, que les membres vont voter leur prochain chef. Vous avez déjà pris position dans le camp Lisée récemment. Oui. De quelle façon vous voyez ça, la course? En fait, qu'est-ce qui ressort de là, de votre point de vue? Bien, la course, c'est l'occasion de donner la parole aux membres. Alors qu'on soit membre depuis 40 ans ou depuis 4 semaines, tout le monde a le même poids. Qu'on soit député ou qu'on soit membre, c'est le même poids. C'est ça la beauté de la démocratie au Parti québécois. Il y a 2000 membres dans notre circonscription, il y en a énormément dans la Matapédia, il y a une grande tradition du Parti québécois. Donc là, les débats se font, c'est normal, il y a plusieurs candidatures avec des points de vue différents. Au moment où cette entrevue va jouer pour la première fois, on ne connaîtra pas le résultat encore. Alors, on présume que c'est jeudi, donc le vendredi, on aura le résultat. Une fois que le résultat est connu, l'important, c'est le ralliement. C'est de se rallier à la personne qui aura remporté pour aller de l'avant. L'objectif, c'est de battre le gouvernement libéral en 2018. Mais avant l'élection, c'est bien de se positionner, de poser des questions, de choisir une candidature. C'est important de se rallier pour la suite. J'ai choisi Jean-François Lisée parce que je le connais bien. En fait, je connais l'ensemble des candidats. Et Jean-François, je pense, sera un allié pour notre région. Il la connaît bien. D'ailleurs, un petit clin d'œil de l'histoire. La première fois qu'il y a un candidat du Parti québécois dans le comté de Matapédia, en 70, c'est Doris Lucier, le père Gédéon. Et le père Gédéon, c'est l'oncle de Jean-François Lisée. Alors, on s'est rappelé ça récemment. Jean-François est un allié pour notre région parce qu'il représente beaucoup des valeurs. C'est un orateur exceptionnel, c'est un idéateur, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je pense qu'il va gagner. On ne connaît pas le résultat au moment où on se parle. Je pense que je vais pouvoir jouer un rôle important pour le conseiller aussi, mais qu'importe qui va gagner, je suis convaincu que les membres du Parti québécois, qui sont indépendantistes, qui sont régionalistes, seront se rallier et c'est ce qui sera important pour la suite. On va suivre ça vendredi et puis on se ralliera derrière le nouveau chef à ce moment-là. Merci d'avoir pris du temps avec nous et puis bonne suite des activités à Québec. Oui, ça fait plaisir. Puis salutations à l'ensemble de vos téléspectateurs qui nous écoutent et qui sont dans bien des cas allés à la chasse et qui se préparent pour l'automne et l'hiver. Alors, on aura l'occasion de se croiser partout sur le territoire cet automne, j'en suis convaincu, avec toujours un grand plaisir. Merci, M. Bérubé. Au revoir. La MRC de la Matapédia tiendra une rencontre publique portant sur son projet de nouveau centre administratif. Cette rencontre aura lieu jeudi le 13 octobre à compter de 19h30 au club de golf Le Revermont, situé au 146 chemin du Golfe à Amqui. Elle permettra au public d'obtenir les informations relatives aux problématiques rencontrées dans les bureaux actuels de la MRC, à l'étude comparative des options disponibles, au concept du projet de nouvelle construction, aux coûts et au financement, ainsi qu'aux prochaines étapes de réalisation. Cette rencontre se conclura par une période de questions de l'assistance. Voici un extrait de l'entrevue que nous avions obtenue avec Chantal Lavoie à ce sujet. C'est un projet qui date de longtemps. Ça fait plusieurs années que les élus du conseil de la MRC, dans le fond, réfléchissent à cette situation-là. Et on a fait des demandes à 3 reprises pour une subvention au niveau du ministère pour nous aider à faire une construction. Parce que sans subvention, il était clair qu'on ne déménagerait pas. Ça serait impossible de le faire. Il y a différents irritants aussi. Donc, le manque d'espace est un irritant majeur. On a aussi toute l'accessibilité au niveau, entre autres, on vit dans une cour d'école. Les stationnements, oui. Je dirais la problématique beaucoup aussi, quand on est sur le stationnement, l'aire de stationnement ici, ben l'école, les parents, pour aller chercher les enfants ou les porter à l'école, doivent circuler par la même aire de circulation que nous. Quand on a des rencontres durant le jour, des fois qui demandent un peu de monde, là, un peu de différents secteurs, puis même à l'échelle plus régionale, c'est compliqué. Il y a différentes choses comme ça. Toute la question aussi de l'archivage. On n'a pas d'espace pour classer les archives. On sait que c'est une obligation. Et pour ceux qui assistent de temps en autre aussi à la séance du conseil de la MRC, c'est une salle vraiment mal disposée. Des élus qui aimeraient qu'on diffuse les séances publiques. C'est impossible dans la salle qu'on a actuellement. La circulation quand on a des invités, la projection, il faut que... Moi et le directeur général, on doit se tasser à l'extrémité de la table, on ne se voit plus personne. Moi, je dois gérer une salle.
présider une assemblée, puis je suis carrément cachée en arrière d'un maire pour que tout le monde puisse voir la projection. Fait, c'est tous des petits éléments comme ça qui fait que, en grossissant en plus, là, on est autour d'une quarantaine d'employés, c'est sûr que ça devient problématique. Nous avons la chance de rencontrer cet homme qui marche depuis très longtemps et qui a pris le temps de venir nous parler ici en studio, M. Yves Dubé. Le grand rêve d'Yves Dubé est de faire le tour de toutes les régions du Québec à la marche dans le but de sensibiliser les gens et les jeunes en particulier à croire à leurs rêves. En d'autres mots, il souhaite agir en prévention du suicide. Il est sensibilisé à cette problématique du suicide depuis de nombreuses années. En 1998, est survenue dans sa région une vague de suicides chez des jeunes alors que 5 jeunes se sont enlevés la vie en 5 semaines consécutives dans un pacte de suicide. Ils avaient l'âge de ses enfants. Cela l'a sensibilisé au désespoir qui pouvait habiter certains de ces jeunes face à leur avenir et c'est pourquoi, depuis ce temps, tout ce qu'il fait vise à nourrir l'espoir de ces jeunes. Il a, entre autres, écrit les livres disponibles gracieusement sur Internet en version numérique téléchargeable au site www.aideausjeunes.org. Il a accepté de prendre une petite pause de sa longue marche avec nous en studio. Le voici. Monsieur Dubé, tout d'abord, j'aimerais savoir qui vous êtes, d'où vous venez, tout ça. Ben, je viens de Saint-Jean-Port-Joli, c'est mon lieu de naissance. C'est là que j'ai vécu mes 20, 30, 40 dernières années, je ne sais plus trop, là. Puis j'ai été pépiniériste producteur pendant une bonne partie de ma vie. Je suis aussi auteur. J'ai 4 livres d'écrits qui proposent des réflexions sur la vie. Ces livres-là ils ont été écrits à partir de 2001, publiés en 2003, 6, 9 et 11. Puis, grosso modo, ça résume mon parcours, là. Okay. Mais votre parcours que vous faites présentement, c'est quoi? Vous êtes en train de marcher le Québec en entier et pour une cause en particulier. Expliquez-moi ça. OK. J'ai entrepris au début mai de faire le tour de toutes les régions du Québec à la marche. C'est un projet qui représente, j'estimais à peu près à 4000 km et qui pouvait prendre à peu près 200 jours. Là, j'en suis rendu au-delà de 3600 km, en fait, déjà de fait. J'ai fait ça sous le thème « Je marche pour la vie », c'est pour encourager les gens, les jeunes en particulier, à croire à leurs rêves. Dit autrement, c'est en prévention du suicide. Pourquoi exactement? Parce que je pense qu'il y avait eu une vague de suicides dans votre région. Disons qu'avant qu'il y ait la vague de suicides, vers la fin des années 80, j'ai vécu des difficultés personnelles qui m'ont fait remettre en question, me questionner sur le sens de la vie et de ma vie. J'en suis ressorti en faisant un genre de basculement de conscience. Puis dans ça, il y a quelque chose d'extrêmement intense qui s'est passé à l'intérieur de moi, qui n'avait pas de mots, mais dans lequel j'ai vu qu'on s'en allait dans un monde où il y aurait probablement beaucoup plus de suicides, beaucoup de suicides en fait. C'était assez intense que j'en ai pris note, puis à peu près 10 ans plus tard, il est arrivé dans ma région une vague de suicides chez des jeunes. Il y a 5 jeunes qui se sont suicidés en 5 semaines consécutives dans un pacte de suicide. La dernière de ces personnes-là, c'était la cousine d'un gars qui fréquentait ma fille. Fait que je les connaissais pas, les jeunes, mais c'est un peu comme si ça avait été mes enfants. Puis là, moi, j'ai eu un choc parce que ça m'a fait voir que c'est pas ça que je souhaitais que les enfants de cette génération-là, de mes enfants, envisagent la vie avec tellement de détresse que ce soit ça leur solution. Ça, c'est une chose. L'autre chose, bien, si j'avais pu pressentir qu'on s'en allait vers ça, c'est parce qu'on le créait, carrément. Fait que là, à partir de là, la pulsion qui est montée en dedans de moi, c'est d'essayer de nommer quelque chose qui était sous forme d'impression. Puis depuis ce temps-là, bien, ça m'a amené à écrire des livres qui proposent des réflexions, pas des vérités, mais des réflexions pour amener, dans lesquelles je partage mes propres réflexions, mais je souhaite que ça emmène les gens dans leurs réflexions. Puis c'est toujours une recherche qui est appuyée sur ma propre expérience de vie, puis qui essaie de mettre en mots, finalement, c'est quoi qu'on construit dans notre monde pour qu'on arrive à ça. Donc, en marchant, vous voulez aussi porter un message. Dans le fond, on se parlait tantôt, puis c'était un peu
de surmonter les obstacles un pas à la fois? Ben c'est ça, c'est que dans la vie, c'est important. Pour moi, quelqu'un qui se suicide, j'ai jamais envisagé de me suicider. Et donc, je peux pas savoir vraiment quand quelqu'un est rendu à passer à l'acte, qu'est-ce qui se passe en dedans de lui. Mais moi, je présume qu'il y a un focus complet sur la souffrance et qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Ça, moi, je me sens pas habilité à apporter un support à ces gens-là. Puis, dans la marche que je fais, je me suis associé à SOS Suicide Jeunesse pour cette raison-là. Eux peuvent faire ça, c'est leur mandat. Je crois aussi que les gens, quand ils arrivent là, il n'y a plus de rêves dans leur vie. Puis pour moi, c'est important d'avoir toujours des rêves en cours de manifestation, d'autres qu'on va manifester un peu plus tard, puis d'autres qui se réaliseront peut-être jamais. Mais par expérience personnelle, je sais que des rêves, ça se réalise un pas à la fois, puis on peut avoir un objectif, puis ne jamais se rendre à l'objectif, mais c'est pas nécessairement de se rendre à l'objectif qui apporte la satisfaction, c'est d'être sur le chemin. Fait que pour moi, de faire une marche comme ça, c'est une expérience très concrète qui démontre que le seul moyen d'atteindre 4000 km, c'est de m'occuper du prochain pas, c'est le seul qui compte. Vous avez traversé le Canada en vélo, vous avez monté le Kilimandjaro. Maintenant, vous marchez le Québec. C'est quoi qui a été le plus difficile comme épreuve jusqu'à maintenant? Ben, j'appellerai pas ça des épreuves. Ce sont des expériences que j'ai choisi de vivre. Et dans les trois cas, c'est la même démarche intérieure, dans le fond, qui sous-tend ça. C'est qu'il y a, à mon avis, les gens pensent qu'il faut être athlétique pour faire des choses comme ça. Puis moi, je pense pas, parce que je me considère pas du tout athlétique, mais par contre, je suis conscient que je suis en bonne santé, j'ai un corps qui m'est très précieux, donc je prends grand soin le plus possible. Mais il y a 80% de ça, il se passe dans la tête. C'est vraiment d'apprendre à accueillir. Comme là, quand je marche, là, j'arrive à une côte à monter, bien, il y a une côte à monter. Qu'elle soit grosse ou petite, c'est une côte à monter. La seule façon de le faire, c'est de m'occuper du prochain pas. C'est toujours la même recette. C'est plus dur de descendre étonnamment que de monter, mais c'est la même chose. Il pleut, bien, il pleut, c'est tout. Il y a un petit moment qu'il y a eu envie de tomber des brins de neige, bien, il tombe des brins de neige, c'est tout. Je vais faire en sorte de ne pas geler, mais je le laisse passer, je l'accueille. J'ai des problèmes physiques, des fois, ben, je prends en note qu'il y a une douleur, mais j'en prends en note, je la laisse passer. C'est un beau parallèle avec ce qui se passe quand peut-être on a des souffrances, puis c'est le temps de pouvoir surmonter ça. Là, ça serait le temps aussi de donner à vos causes, à vos organismes que vous voulez représenter, où on peut retrouver toutes les informations pour pouvoir donner. Ben moi, je le fais en collaboration ou en fait pour supporter deux organismes, un qui s'appelle SOS Suicide Jeunesse et l'autre, c'est le Festival de la paix de Victoriaville. Puis dans les deux cas, il y a je publie mon expérience à mesure à tous les 4-5 jours, je fais une publication. Puis dans ça, je mets toujours le lien pour que les gens puissent aller faire des dons à l'un ou l'autre de ces organismes-là, idéalement aux deux. Mon objectif, dans le fond, mon rêve dans ce cas-là, ça serait de recueillir éventuellement 25 $ pour chaque kilomètre que je parcours globalement pour les deux organismes. OK. Un bel objectif et on vous souhaite de l'atteindre comme tous vos objectifs que vous avez atteints jusqu'ici. Merci beaucoup, M. Dubé. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici. D'autres marcheurs se sont plutôt dirigés vers Saint-Léon-le-Grand. Ils ne marchaient pas pour une cause en particulier, mais pour leurs propres raisons, comme ceux qui parcourent le chemin de Compostelle. Sauf que cette fois, c'est sur le territoire québécois que ces marcheurs ont cheminé grâce à deux visionnaires qui ont imaginé ce parcours, Louise Bourgeois et Stéphane Pinel. Cet été, c'était la première année que des marcheurs se rendaient jusqu'ici. Dans la vallée, un réseau d'accueil est organisé à Saint-Cléophas en passant par Sainte-Irène, Saint-Léon et Albertville jusqu'à Sainte-Florence pour les accueillir. Nous avons eu la chance de discuter avec 3 personnes qui se sont impliquées dans cette aventure. Nous commençons à Saint-Léon-le-Grand avec Serge Imbeau et Daniel Thibault. Pour l'an 1 du chemin, combien de marcheurs se sont rendus ici? Ici, nous avons eu une quinzaine de marcheurs, étant donné que c'est la fin du chemin, c'est pas tout le monde qui font les 820 km d'un coup. Mais je sais que plus vers l'ouest,
Il a passé une cinquantaine de personnes chez des hébergeurs. Et j'ai lu sur Internet qu'il y avait au moins 300 personnes qui avaient fait une partie du chemin en 2016. OK. Puis, comment ça se passe quand ils arrivent ici? Là? Comment vous les accueillez? Bien, nous, à Saint-Léon, nous sommes des malades mentaux parce qu'on va les chercher à Sainte-Irène. Daniel et moi, on va chercher à Sainte-Irène. Et bien souvent, je marche avec eux autres, puis je leur pose des questions et même je leur nuis probablement à leur rythme. Mais ensuite, on les accueille dans le rang 4. Daniel a une maison et on les accueille là. Et ensuite, on les rejoint au village et on va voir où ils vont au magasin pour étamper leur carnet. Okay. Puis ensuite, on vérifie pour être sûr qu'ils ne se tromperont pas de chemin pour monter à Albertville. Et puis, qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce que vous faites des activités? J'imagine que vous parlez beaucoup parce que ces gens-là doivent avoir un vécu extraordinaire. Quand je peux leur donner la chance de parler, parce que je parle beaucoup, il y a des choses extraordinaires qui sortent de ces gens-là, parce que c'est, règle générale, c'est des retraités, puis c'est du monde qui ont vécu, c'est des universitaires, il y a toutes sortes de monde qui ont eu une carrière extraordinaire. Et quand tu te mets à les écouter, là, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent te raconter. Daniel, toi, tu es un ami du chemin de Saint-Rémy, des marcheurs, en fait. Explique-moi comment ça s'est passé pour toi. Bien, c'est que l'intérêt pour ces marcheurs-là, c'est sûr, c'est l'accueil. Serge nous parlait un peu tout à l'heure, vous avez posé la question. C'est sûr que dans chaque village où les marcheurs passent, c'est intéressant de se voir accueillir, de se faire accueillir. Et puis moi, c'est surtout cet intérêt-là de dire, bon, on leur donner quelques instants de repos, de tranquillité. Ils s'assoient, on peut même leur offrir un breuvage, une collation quand ils veulent. Mais c'est de leur permettre de s'asseoir et de jaser plus calmement et puis de prendre un moment de repos. Et bien entendu, on a une maison là, au rang 4 où on peut les accueillir et puis rentrer, prendre du temps avec eux autres. Mais c'est cette situation-là qui fait que c'est intéressant pour eux autres aussi parce qu'à chaque village, ils rencontrent des gens nouveaux. Et puis nous aussi en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que le fait de découvrir ces gens-là et pourquoi ils marchent aussi, c'est ça, c'est intéressant. Ça ne doit pas toujours être facile de les intégrer dans notre routine de la vie. Comment ça se passe? Non, c'est assez simple. Il suffit de prendre un peu de temps. C'est de s'arrêter et puis de leur donner un peu de temps à eux. Mais non, ça fait partie de notre quotidien. C'est comme si... Il n'y en a pas beaucoup non plus. Là. Regarde, on a eu peut-être 15 de marcheurs cette année, parce que c'est le début du chemin. Non, c'est la fin. Nous, c'est la fin, mais c'est le début du projet. Fait qu'il n'y a pas tellement de marcheurs. Non, c'est un peu de temps, et peut-être pour eux autres, pour leur donner un peu de bon temps. Est-ce que vous gardez contact après? Dans les premiers, oui, qui ont passé, ceux qui ont inauguré le chemin, on a gardé contact avec quelques-uns aussi parce qu'il l'a fait au complet. Et puis, c'était une situation assez spéciale aussi parce qu'il débutait, c'était une ouverture du chemin. Il était plusieurs, il marchait en compagnie de beaucoup de monde. Fait que ça a été, oui, on a gardé contact avec quelques-uns. Oui. Merci beaucoup, Daniel. On va aller poursuivre à l'église où certains marcheurs ont pu aller admirer un peu l'architecture. Nous nous retrouvons maintenant dans l'église de Saint-Léon. Ça, c'est une attraction pour les marcheurs. Oui, curieusement, oui, parce que moi-même, j'ai été surpris de voir l'intérêt porté par les marcheurs de visiter, de rentrer dans chaque paroisse et puis d'aller voir l'intérieur de l'église. Puis ça a été une découverte pour moi aussi parce que je ne m'attendais pas à ce que les marcheurs prennent du temps pour visiter justement ces biens-là, patrimoniaux de nos paroisses. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur notre église? Bien, sur l'église de Saint-Léon? Bien, surtout, Daniel, je pense que les marcheurs sont d'une âge certaine, d'un certain âge, et pour ça qu'ils sont plus intéressés. Mais il y a vraiment des connaisseurs. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Ils rentrent ici, là, puis ils peuvent t'expliquer
comment est habillé les apôtres d'un tel, puis un tel, puis un tel. Puis s'il n'y a pas à quoi sur le bon bord, ils vont te le dire. Mais c'est extraordinaire, ces personnes-là, comment ils connaissent ça, les églises et tout le tralala. Mais c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que c'est vraiment un joyau qu'il faut garder, je pense. Oui, en tout cas, le plus possible, d'essayer de trouver des moyens que notre Église devienne un lieu, on change un peu de sujet, mais que devienne un lieu de rassemblement, un lieu communautaire qui n'est pas juste rattaché au fait le culte, la religion chrétienne, catholique, d'être capable de rassembler du monde et puis de donner un service à toute la population, que ce soit celle de Saint-Léon ou que ce soit même de l'extérieur. C'est pour ça que, dans ce sens-là, c'est bien de la conserver et puis d'essayer de l'améliorer, de changer des choses, mais pour justement un service, pour donner à la population, même les gens de l'extérieur, quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Et quoi d'autre les marcheurs aimaient explorer à Saint-Léon? On les a fait monter sur la montagne parce qu'on a un centre d'observation, malgré leurs 14-15 km depuis Sainte-Irène. Mais en tout cas, probablement que ça valait le coup parce qu'il n'en venait pas des belles couleurs, surtout l'automne, là, comme aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour pouvoir s'impliquer dans le chemin de Saint-Rémy? Bien, il y a toujours de la place pour l'accueil, veut dire d'être présent à ces gens-là, de les rencontrer, de les saluer. Je pense que c'est la plus belle place qu'on peut donner. Puis de leur permettre que quand ils sentent qu'ils sont accueillis quelque part, bien, c'est toujours plus intéressant. Après avoir fait, là, je ne sais pas, ça donne combien de kilomètres de partir du début à aller ici? Presque 800. Presque 800 kilomètres. Après avoir fait 800 kilomètres, de te sentir accueilli, de te sentir salué, poser des questions. Je pense que c'est intéressant pour les marcheurs. Est-ce que la population, surtout les gens de Saint-Léon, peuvent vous contacter pour pouvoir avoir plus d'informations? Oui, Serge, surtout Serge. Bien, disons que pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas foule dans les chemins, mais nous espérons d'avoir des clients là, dans les années futures parce que Compostelle, l'an passé, il y a eu 220 000 de population. J'avais écrit sur le journal que si on avait 1 % de ça, on serait extraordinairement heureux. Ça fait qu'on espère un jour d'avoir une bonne clientèle qui apporte de l'argent dans les paroisses. Mm-hmm. Et on peut vous contacter personnellement pour avoir plus d'informations? Bon, certainement. Je suis connu comme Barabas en passion. Là. Puis ils peuvent m'appeler chez nous. Les gens de Saint-Léon, ils savent. Je me promène régulièrement à pied dans le village. Merci beaucoup à vous deux. C'est ici, à Sainte-Florence, que les marcheurs du chemin de Saint-Rémy peuvent s'arrêter chez Donald Levasseur et Louise Beaupré pour pouvoir prendre un petit moment d'arrêt. Nous rencontrons Louise Beaupré à ce sujet. Louise, le chemin de Saint-Rémy arrête ici à Sainte-Florence et tu es une amie des marcheurs. Explique-moi en quoi ça consiste. Bien, en fait, je suis amie avec Donald, hein, mon conjoint, parce que si un est absent, l'autre prend le relais. En quoi ça consiste? C'est que on est une station d'arrêt, soit de ravitaillement, on peut offrir de l'eau, une table, chaise. Ça donne des informations aussi pour préparer la logistique avant l'arrivée à Sainte-Florence. Et puis, est-ce que vous devez rentrer en contact avec les marcheurs? Comment ça fonctionne? Ils arrêtent ici, ils savent que vous êtes amis? C'est vraiment intéressant de pouvoir en parler parce que de faire connaître le chemin, d'abord, dans la municipalité, dans la MRC de la Matapédia, il y a les municipalités. La première, je pense, c'est Saint-Cléophas. Ensuite, Sainte-Irène, Saint-Léon, Albertville et ça se termine à Sainte-Florence. C'est dans notre territoire. On sait peut-être une semaine à l'avance qu'il va y avoir des marcheurs qui vont arriver. On sait la journée. Et le matin, c'est Gilberte Potvin qui est à Albertville, qui est hébergeur. Et évidemment, est dans le comité aussi. Mais Gilberte nous téléphone le matin, nous donne l'information, nous donne aussi des informations sur le rythme des marcheurs. C'est important hein, de savoir s'ils sont rapides, s'ils ont un rythme plus smooth. C'est comme ça qu'on est informé. Donc, nous, on a mis un petit, ici au chemin, un petit écriteau
Donc, les marcheurs peuvent lire, donc ils nous contactent, soit par cellulaire ou viennent nous aviser à la maison de leur passage. OK. Et c'est des gens de où qui viennent ici? C'est des gens de partout au Québec. Éventuellement, il pourra avoir aussi... je sais qu'il y a déjà eu des Français qui sont partis du début, mais ils ne se rendent pas tous nécessairement ici, parce qu'ils peuvent faire le chemin en plusieurs stations. Mais la plupart viennent de l'extérieur. Il y en a qui viennent aussi de la Gaspésie. On a eu des marcheurs de Rimouski, il y a eu de Chandler, mais il y en a de Montréal, il y en a de Québec. C'est partout au Québec. Qu'est-ce qu'ils racontent quand ils arrivent ici? C'est quoi leurs histoires qu'ils ont à raconter? Pour la plupart, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Je pourrais dire 98 % des gens en ont retiré vraiment quelque chose d'extraordinaire, le recommandent. Ce qui parle, évidemment, ils sont tous émus pour la plupart quand ils arrivent, hein, parce que c'est quand même ceux qui font le trajet au complet, c'est 820 km. Donc, c'est des gens ressourcés. C'est des gens qui sont lumineux, on pourrait dire, des étoiles dans les yeux. Ils ont vraiment aimé, je pense que c'est l'aspect relationnel. C'est un chemin qui est moins individuel peut-être que d'autres chemins. Évidemment, tu marches quand même par bout. La plupart du temps, tu es seul, mais c'est vraiment la relation avec les gens dans les municipalités que ça, c'est un témoignage que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Et comment on fait pour devenir amis des marcheurs? On peut le manifester justement à l'organisation. On peut retrouver la page Facebook du chemin de Saint-Rémy. Il y a le site Internet aussi. On peut communiquer ou prendre de l'information au niveau des municipalités. On va leur transmettre l'information. C'est vraiment génial parce qu'on a l'occasion de les rencontrer. Nous, on est amis. Puis quand on est ici, ben c'est plus fort que nous, on va aussi à l'accueil. On va les accueillir parce qu'on veut les voir arriver puis on veut partager avec eux le dernier bout. Alors, merci beaucoup, Louise, pour votre dévouement à toi et Donald, et puis félicitations. Bien, merci. La fête des moissons approche à grands pas et les bénévoles auront enfin la chance d'être récompensés pour tout leur dévouement. Nous en discutons avec Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. La fête des moissons aura lieu ce soir à Cause-Abscale. Lorsque nous avons rencontré Chantal, la date n'avait pas encore été déterminée. Chantal, la fête des moissons revient cette année. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés ou des petites choses qu'on peut apprendre aujourd'hui? Ah ben moi, je suis pas dans le secret des... Non, c'est pas vrai. Non, c'est sûr qu'à chaque année, c'est un événement qui garde quand même un caractère traditionnel. Parce que justement, les gens s'identifient bien à ça. On revient avec les bénévoles de l'année dans chacune des municipalités. On fait cette reconnaissance-là. Cette année, on est à Cause-Abscale. On est accueillis à Cause-Abscale. C'est un grand rassemblement matapédien qui fait... Moi, ce que j'aime beaucoup de cette fête-là, effectivement, c'est qu'on remet l'être humain au centre du développement des projets, de cette dynamique-là de la collectivité matapédienne. Et ça, c'est le fun. Parce qu'avant tout, souvent, quand on monte un projet, on pense au financement puis tout ça, mais on pense plus spécifiquement à la fête des moissons, à l'individu, aux individus qui travaillent avec... Oui, il y en a qui sont partout, qui se démarquent vraiment. Voilà, puis on sent aussi, puis il y a quelques années, on sentait qu'il y avait un essoufflement beaucoup chez nos bénévoles, puis on s'est dit, il faut les reconnaître, ces gens-là. Il faut leur donner une petite tape dans le dos une fois par année, en leur disant, bravo, on est fiers de ce que vous faites, puis une chance qu'on vous a, puis c'est un peu ça, la fête des moissons. Donc, cette année, là, on se réunit à Cause-Abscale, ça va être encore la fête de l'être humain, du matapédien puis de la matapédienne là, au cœur de l'action. Ah oui, eh bien, c'est merveilleux. Puis pour proposer des candidatures, c'est-tu encore possible? Ou... C'est les municipalités qui nomment leurs bénévoles de l'année. Fait que moi, j'invite tout le monde à... Bien, les municipalités savent la démarche aussi. Il faut contacter les agents ruraux. Il y a des organisations qui peuvent soumettre des noms aussi. Mais c'est la municipalité qui va choisir là, la personne, désigner la personne. Donc, l'exercice est en cours actuellement. Puis, les agents ruraux peuvent répondre à toutes les questions. Là, les agents, maintenant, qui s'appellent des conseillers territoriaux et locaux. Ça, c'est aussi une nouvelle dynamique qu'il faut s'habituer. Et toutes les coordonnées sont dans le bas de l'écran. Merci beaucoup, Chantal. Au plaisir de vous voir. Oui. Du 15 au 23 octobre, ce sera la semaine québécoise de réduction des déchets.
Chaque année au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites. Dans la Matapédia, c'est environ 425 kg par habitant. 5 % des gaz à effet de serre émis par le Québec proviennent de l'enfouissement de nos déchets. Chaque aliment gaspillé représente une consommation inutile de ressources comme l'eau, les terres arables, l'énergie pour le transport et l'emballage. Voici Vincent Dufour qui va, entre autres, nous donner quelques petits trucs pour éviter le gaspillage alimentaire. Vincent, on va parler de la réduction à la source des déchets, entre autres des déchets alimentaires, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Et bientôt, ça sera la semaine de la réduction. Oui, effectivement. Mais on peut peut-être commencer en disant, un des principes de base de la gestion des matières résiduelles et du développement durable, c'est les 3 RVE, c'est-à-dire la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et finalement l'élimination. Et ça, c'est dans un ordre précis par rapport à les déchets. Soit on les réduit à la source, soit on les réemploie, soit on les recycle, et ainsi de suite. Et la réduction à la source, c'est une grosse partie d'empêcher les matières d'être générées. C'est qu'un déchet qui n'est pas généré ne peut pas finir aux poubelles. Donc, c'est de commencer par là. Et la Semaine québécoise de réduction des déchets qui va avoir lieu du 15 au 23 octobre qui s'en vient, c'est pour rappeler à ça, pour dire aux gens, rappelez-vous que c'est important de réduire à la source, de réfléchir à vos habitudes de consommation. Et pour cette 16e édition, ils ont décidé de faire ça sur le gaspillage alimentaire. Donc, on sait que c'est un produit qu'on consomme énormément. Dans les épiceries, on mange tous. Et malheureusement, souvent, on en achète trop, surtout du périssable. Bien, c'est ça qui arrive. Il faut dire qu'au niveau mondial, l'ONU avait déjà fait un calcul en disant qu'un tiers des matières alimentaires qui étaient produites, de la nourriture produite, était gaspillée. Un tiers de toute la nourriture mondiale, ça fait beaucoup. Et au niveau québécois, c'est 47 % du gaspillage alimentaire est fait dans les maisons. Donc, il y a un 50 %. Il y a une moitié qui est fait, entre autres, dans la production et tout ça. C'est évident qu'à quelque part, on peut pas tout avoir, mais il y a 50 % qui est à la maison. Et c'est simplement dire que si on prend toutes les matières générées, 50 % de nos matières sont des matières organiques. Donc, évidemment qu'il faut porter un peu plus d'attention parce que ces matières organiques-là, s'ils s'en vont à l'enfouissement, ça crée des gaz à effet de serre. Et juste pour dire, si les matières organiques à l'enfouissement étaient un pays, ce serait le 3e plus grand producteur de gaz à effet de serre au monde. Donc, c'est... toute une image. Donc, voilà. Et si on parle juste en termes d'argent, parce que je pense que c'est important de dire, il a été calculé pour un ménage canadien, c'est 3 100 $ qui est gaspillé en nourriture par année. Donc, c'est 3 100 $ qu'on pourrait éviter en tout en partie, d'éviter de gaspiller par des trucs très simple en plus. Justement, on va en parler des trucs. Je pense qu'il y a des solutions là, qu'on peut mettre à profit dans notre ménage. Oui, évidemment, c'est toujours des solutions simples et puis c'est souvent les plus compliquées à mettre en œuvre. Une des solutions simples, c'est la liste d'épicerie. C'est de partir à l'épicerie avec une liste en planifiant également les repas de la semaine en disant « Voici les repas que je vais faire, ce que j'ai à la maison ». Ce que j'ai besoin pour faire ces repas-là, d'acheter exactement ce que vous avez besoin avec une liste d'épicerie. Respecter la liste d'épicerie, ça, c'est la partie difficile. Et puis s'assurer également que lorsqu'on est à la maison, on fait des repas. Des fois, c'est sûr des fois, on en calcule un peu trop, on en fait un peu trop. Donc, c'est de conserver ça, par exemple, en garder pour un repas suivant, en garder congelé. Donc, il y a plusieurs petits trucs comme ça qui peut être fait. Également, au niveau des fruits et légumes, on peut penser, les bananes, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a une banane qui est rendue brune. Souvent, les gens mettent ça dans le congélateur et puis éventuellement font un pain aux bananes ou des muffins aux bananes. Et c'est la même chose pour la majorité des légumes. Donc, gardez-les quelque part comme au congélateur. Puis éventuellement, ça vous en faites des potages avec les légumes. Faites des différentes pâtisseries avec les fruits. Donc, c'est d'être un peu créatif comme ça aussi. Mais c'est d'y penser, en fait. C'est ça le gros de cette histoire-là. Et c'est cette semaine-là, du 15 au 23 octobre, pour la Semaine québécoise de réduction des déchets, c'est ça. C'est de dire, pensez-y un peu, pensez à vos gestes quotidiens, pensez à la manière dont vous consommez et essayez de réduire ce que vous consommez intelligemment. Est-ce qu'il y a des adresses intéressantes qu'on peut aller consulter? Oui, bien, la Semaine québécoise de réduction des déchets, évidemment, on leur site web
pouvez aller là-dessus. Il y a des trucs, par exemple, eux, ils lancent une invitation au niveau municipal, les municipalités qui veulent relever le défi, au niveau des entreprises qui veulent relever le défi, au niveau des écoles. Évidemment, les professeurs qui veulent faire des activités, il y a des activités là pour, justement, je commençais en parlant des 3 RVE, il y a beaucoup d'activités sur les 3 RVE pour apprendre aux enfants ce principe-là. Et sinon également, juste le défi citoyen, lancez-vous le défi. Est-ce que pendant une semaine, je suis capable de réduire de façon notoire mon gaspillage alimentaire et peut-être même prendre des bonnes habitudes à long terme? On commence ça maintenant, on n'attend pas la semaine. Et puis, merci beaucoup, Vincent. À la prochaine. Merci. Si vous avez un enfant âgé entre 6 et 12 ans et qui est atteint du trouble de TDAH, les ateliers dont on va parler vous concernent. Voici Madame Diane Ayotte, intervenante psychosociale. Madame Ayotte, vous êtes intervenante pour la lueur de l'espoir. C'est quoi au juste la lueur de l'espoir? La lueur de l'espoir a pour mission de soutenir l'entourage d'une personne qui a un trouble de santé mentale. Sauf qu'on a aussi un volet qui s'appelle le volet TDAH. Là, on vient soutenir les parents, leur donner de l'information sur qu'est-ce que c'est que le TDAH, puis des petits moyens pour pouvoir faciliter la vie au quotidien. Puis justement, il y a des ateliers qui vont se donner en 2 soirs à Amqui. C'est pour qui exactement? C'est pour les parents d'un enfant de 6 à 12 ans qui est diagnostiqué ou en voie de diagnostic, puis qui est atteint de TDAH. Donc, on leur apporte de l'information sur qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune, c'est quoi les interventions qui peuvent être faites. Puis aussi, la deuxième soirée, plus les moyens, les trucs, on leur apporte de la documentation avec des grilles, des tableaux pour qu'ils puissent améliorer un petit peu leur vie, là. Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs familles qui sont touchées par le TDAH, je crois. Le TDA et le TDAH, c'est quoi la différence? Oui, c'est vrai, hein? On se pose la question. TDAH, ça veut dire avec hyperactivité, tandis que TDA veut dire déficit d'attention. Fait que il y en a qui ont le déficit d'attention, juste ça, puis il y en a qui ont le déficit d'attention avec l'hyperactivité. Okay. Puis là, vous allez être même 2 intervenantes pour pouvoir faire les ateliers. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont poussés. Les parents peuvent poser des questions parce que c'est pas toujours facile de vivre avec un enfant qui a été diagnostiqué. Mais c'est ça, c'est pas facile. Souvent, on n'a pas d'informations, puis on a l'impression d'être mis au banc par la société des fois, parce que tu te dis, voyons, comment ça se fait que tu n'élèves pas ton gars, voyons, tu sais, on dit comment faire, mais en fin de compte, c'est pas ça. Le jeune a un trouble. Puis ce trouble-là, ça nuit à toute la vie de la famille. Puis il y a la médication, il y a à l'école, comment faire pour pouvoir l'intégrer. Tout ça, je pense que vous allez aborder un peu ces sujets-là. On en parle, mais nous, on reste quand même neutre. On n'est pas des pharmaciens, on n'est pas des spécialistes de la médication. Mais on en parle parce que c'est aussi une aide qui est proposée pour aider l'enfant. Donc, on fait appel à toutes les familles qui sont touchées par ça. Ça va se passer où exactement, les ateliers? Les ateliers pour la Matapédia vont avoir lieu à Amqui. On essaie de rejoindre le plus de gens possible pour les aider. On demande 10 $ pour l'inscription, mais c'est pour la documentation qu'on leur laisse en fin de compte. Okay. C'est pas pour la formation. On fait ça à Amqui, puis c'est en 2 soirées. Donc, la première soirée qui parle de ce qui se passe dans la tête de notre jeune, toutes les interventions qui peuvent être faites pour les aider. Puis la deuxième soirée, on parle plus des trucs, des moyens, mais on demande, les 2 sont complémentaires, donc on a besoin qu'avec les parents soient là aux 2 activités. Ouais. Et il y a des affiches qui sont un peu partout dans la vallée. C'est cette affiche qui est là, ici.
Donc, toutes les informations, il y a même les petits papiers là, qu'on peut prendre là, pour pouvoir avoir les coordonnées. Donc, pas de raison de manquer ces ateliers. Merci beaucoup, Mme Ayotte, et j'espère que vos ateliers seront bien accueillis par la population. Merci beaucoup. Au plaisir. Avant de terminer, voici quelques images du spectacle Mystère qui a eu lieu dans un lieu inusité. 2 artistes émergents ont comblé les nombreux curieux. Une réussite qui peut nous laisser espérer un autre spectacle Mystère. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC.